Les flashs, ça va être les moments de fatigue, ça va être les moments où je vais être en manque de sommeil. Euh, des odeurs ou des couleurs qui vont déclencher. C'est difficile à expliquer c'est quoi les déclencheurs exactement, mais les images, elles sont là, elles viennent. Là, il suffit d'en parler. Je vois, je peux vous dire, je vois une femme éventrée à côté, avec son fœtus posé à côté. Des images comme ça, on les oublie pas. Vous les avez à vie. Vous les avez à vie. C'est, quand on parle du Rwanda, c'est des images comme ça qu'on a. C'est déterrer des charniers. C'est pas humain. Je vous dis, ça peut être une odeur, ça peut être une couleur, c'est un changement de pièce, de luminosité. Il y a plusieurs déclencheurs. On essaie d'éviter. On sait, quand il fait sombre, ça va moins bien. Je sais que le noir, c'est un facteur déclencheur. Donc, j'évite de me retrouver dans le noir. Une chose comme ça. Euh, c'est des déclencheurs, ça s'explique pas. Euh, là, comme je vous dis, je me concentre sur ce que vous dites. J'évite de regarder la lumière sur le côté parce que elle me gêne. Elle me gêne. Et- J'essaie de pas y penser en fait. Et oui, certes, oui, c'est vrai que ça me rappelle des choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Par exemple, des gens qui partent en mission et qui reviennent pas. Enfin, il y a plein de choses. Ça, c'est des trucs que j'aime pas trop parler. J'aime pas trop parler en fait. Bon, j'aime pas parler en général, mais après, ouais, encore moins de ça. Après, je pense que je suis pas la seule. Et en plus, comme je vous ai dit, je pense que parler n'arrange pas les choses. Donc, ouais. ouais, non, Il faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils discutent avant de péter un câble. Et là, aujourd'hui, j'ai retrouvé à peu près une vie normale. Je suis à peu près équilibré, quoi. Mais je fais attention à tout. Depuis 2 3 mois, je suis pas mal, je suis bien. C'était les fêtes de Noël, c'est pour ça. Alors, le 20 janvier, ça démarre par... c'est un vendredi déjà. Donc, c'est-à-dire c'est une journée où, à quelques exceptions près, on ne va pas travailler avec les Afghans, parce qu'ils sont en day off. Ils ne travaillent pas, ils se reposent, ils prient. Et donc, à 9 h, on se retrouve, on fait les couleurs. Et puis, mis à part quelques-uns qui ont de l'instruction avec les Afghans, quelques-uns qui doivent rester à poste, ne serait-ce que pour tenir la permanence radio, et bien les autres, on part à l'intérieur de la base, donc faire notre footing. Voilà. Donc on a eu le temps de faire un tour de FOB, et c'est au deuxième tour, en fait, quand on rentre sur la zone de posée d'hélicoptère, je fais arrêter le groupe, et par binôme, en fait, je demande à chacun de prendre son binôme et de le prendre sur le dos, comme le font les pompiers, là, en portée-pompier. Et on a vu, on n'a pas remarqué, on a vu qu'à l'entrée de la FOB, à l'entrée de la zone de pose hélicoptère sur la droite, on a un Afghan qui est avec son arme, qui nous tournait le dos, qui nous regarde, mais sans y faire attention. On porte notre camarade sur le dos et on fait 20-25 mètres. Et là, on entend... donc là, on entend quelque chose, on entend
On entend quelque chose sans pour autant se rendre compte immédiatement, en fait, qu'on nous tire dessus. Et c'est le fait d'entendre les projections à terre qu'on associe au bruit de l'arme, en fait, qui nous font tout de suite comprendre qu'on nous tire dessus. Voilà. Et en fait, il n'y a pas de réaction d'ensemble en disant « tiens, il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est tellement soudain que chacun, je dirais, pense à lui. Chacun pense à courir. Ceux qui peuvent courir courent, s'éloignent le plus possible. Et puis, tout doucement, en fait, les gens tombent. Les uns touchés, je dirais, mortellement. Et puis les autres touchés, donc couchés au sol parce qu'on ne peut plus se mouvoir. Et donc là, il y a un réflexe d'autoprotection, de protection mutuelle entre ceux qui sont à terre. Et puis ça dure le temps qui tire de deux bandes, c'est-à-dire 150 cartouches quand même, sur nous. Ça s'arrête. Et voilà, et il s'en va. Voilà, globalement, comment ça se passe. Et là, il y a déjà 4 morts, donc qui sont mis de côté, et donc 14 blessés. En fait, donc nous étions sur le camp de Goma, où il y avait les hélicoptères, et l'aéroport, et le PC était en ville. Et mon chef de détachement me demande d'aller chercher, faire une relève de courrier à l'état-major. Et là, je sors du camp de Goma, je tourne à droite, je vais vers la ville, et de mon côté gauche, donc les voitures qui arrivaient en face, toutes les voitures étaient arrêtées. Donc je roulais tranquillement, et à un moment donné, je vois un camion qui déboîte, qui sort de la file, et qui double sa file en venant face à moi. Il ralentit pas, il accélère, au contraire, il klaxonne, il veut me faire bouger, moi je ne peux pas, le fossé est proche, il y a des corps qui sont pas loin, je suis obligé de m'arrêter, il s'arrête en face de moi, et là le passager descend avec une machette à la main. C'est un camion benne, au-dessus je vois d'autres personnes qui sont visiblement armées, la machette me fait comprendre et instantanément de qui il s'agit, et là j'étais armé. J'avais juste un pistolet et j'enclenche instantanément une balle dans le chargeur pour pouvoir me riposter au cas où, en fait, si jamais j'étais menacé directement. Et là, il me regarde dans les yeux, je le regarde dans les yeux, et je vois toute cette fureur, toute cette haine que j'imaginais lorsque je voyais les horreurs que j'avais commises. Et comment dire, on reste un long moment face à face, et là j'ai envie de prendre mon arme, de la lever, de tirer. Mais je ne le fais pas. Il remonte dans son véhicule, le véhicule déboîte, passe à côté de moi, et ils s'en vont. C'est tellement décalé, c'est tellement dérisoire ce qui m'est arrivé, c'est tellement futile d'en parler à qui et de quoi. Enfin, moi, il y avait une psychologue qui venait de temps en temps aussi. Que les gens, s'ils avaient besoin de parler, voilà, ils y allaient. Après, c'est vrai que c'est pas évident, je pense, même pour tous les gens de parler, pour après la vision en fait de ce que les autres ont de la personne. Il y en a beaucoup justement qui ne parlent jamais, et parce que c'est par rapport à la vision que les autres ont de lui, quoi. C'est le qu'en dira-t-on. On ne peut pas exprimer ses sentiments parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur de comment on va être vu. Et on a aussi le fait qu'on a des hommes, des jeunes sous nos ordres ou non. Donc on doit être exemplaire. On peut pas se lâcher à ce moment-là, on peut pas libérer nos émotions. On est debout, quoi qu'il arrive. On verra plus tard. Il est trop tard. Dans mon cas, c'était vu trop tard. On est arrivé au moment où visiblement les génocidaires n'avaient pas eu le temps de finir le travail sur un
un site sur un village qui venait d'être attaqué. Et la cruauté, la barbarie de ces gens est inimaginable, inouïe. Lorsqu'ils rentrent dans un village, en fait, leur but est de tuer le plus de gens possible, le plus rapidement possible. Mais tuer une personne avec une machette n'est pas forcément évident. On ne tue pas d'un coup de machette. On blesse éventuellement, mais on ne tue pas. Et en fait, ce qu'ils faisaient, ils coupaient les tendons des mains et des jambes pour contraindre les gens à l'immobilité. C'est-à-dire qu'en quelques coups, on contraint la personne à ne plus pouvoir bouger, à se retrouver en situation de rampant, pour pouvoir en neutraliser le plus possible et revenir à la fin pour finir le travail. Donc moi, je suis rentré dans ce village où j'ai vu des gens, des enfants, qui avaient été sévèrement mutilés. Il y avait des morts, il y avait des gens qui avaient été... Je me souviens de cette image d'un nourrisson qui avait été jeté dans un feu, calciné, et comment dire, c'est un peu ces images que je n'ai pas forcément envie de décrire dans le détail, mais que j'ai gardées en moi, que j'ai gardées en souvenir. Des corps mutilés, des corps... des choses horribles. Je travaillais à la cellule renseignement et j'étais responsable des IED, les engins explosifs improvisés. Et on a un de nos VAB qui a sauté sur un engin. Donc j'ai pris pour moi un peu les pertes, tout simplement. Euh, c'est- euh, pour moi, c'était de ma faute. Donc ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, quoi, la mission de trop. Le fait de pas avoir été sur le terrain, de ne pas avoir commandé les gens directement, de ne pas avoir vu directement le problème.